Il est 19 h, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal. Commençons avec les titres de l'actualité. Visite de travail du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP en première région militaire à Blida. Des instructions et orientations ont été données pour faire de cette année de préparation au combat une réussite. L'Algérie s'engage à atteindre une autosuffisance alimentaire d'ici 2025 en augmentant les rendements agricoles et en valorisant les productions locales, avec l'objectif de cultiver plus d'1,6 million d'hectares pour la campagne 2024-2025. Demain sera le grand jour pour des millions d'élèves qui feront leur rentrée sur fond de nouveautés. De nombreux changements se feront au niveau des 30 000 établissements du pays. Nous parlerons aussi de la petite Amani qui s'apprête à faire sa toute première rentrée scolaire. À l'étranger, le Liban qui traverse une profonde crise marquée par des violences et des tensions internes. Les bombardements sionistes se poursuivent. L'urgence est à la solidarité nationale pour surmonter les défis sécuritaires et humanitaires. Vague de contestation au Maroc, de nombreuses manifestations ont éclaté dans plusieurs villes pour dénoncer la corruption, les détournements de fonds et les injustices sociales. La réponse du Barzen a été des plus violentes, répression et arrestations en masse pour faire taire la grogne sociale. L'Algérie mise sur le tourisme médical, un secteur en plein essor. Avec l'ouverture de nouveaux centres spécialisés et un riche potentiel thermal, le pays compte bien se faire une place de choix dans ce domaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail en première région militaire à Blida, où il a donné un ensemble d'instructions et d'orientations dans la perspective de faire de cette année de préparation au combat une réussite. Une visite à quelques jours de l'ouverture de l'année préparatoire au combat 2024-2025. Les détails avec Maïm Damis. À l'entame et après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Ali Sidani, commandant de la première région militaire, au niveau de l'école nationale des techniciens de l'aéronautique, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres de la première région militaire, lors de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence sur l'ensemble des commandements de force des régions militaires et des grandes unités, et à travers laquelle il a exprimé sa satisfaction pour cette visite de travail qui constitue une occasion pour inciter les personnels à valoriser les acquis et à remédier aux lacunes enregistrées afin d'assurer le plus grand succès à cette nouvelle année de préparation au combat. يجدر بي في البداية التعبير عن تمام سعادتي بهذه الزيارة التفقدية. Je tiens tout d'abord à faire part de ma grande satisfaction pour la tenue de cette visite d'inspection et de travail qui m'offre l'opportunité de rencontrer les cadres et les personnels de la première région militaire et de m'adresser aux commandants, cadres et personnels des commandements et des autres régions militaires à travers le système de visioconférence pour donner un ensemble d'instructions et d'orientations dans la perspective de faire réussir l'année de préparation au combat 2024-2025, que nous voulons être une occasion pour valoriser les acquis et remédier aux lacunes enregistrées durant l'année écoulée, afin de nous acquitter parfaitement des missions qui nous sont assignées et de nous adapter continuellement aux mutations géopolitiques qui nous entourent. من أجل أداء المهام المخولة لنا على أكمل وجه والتكيف المستمر مع مستجدات الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بنا. تشكل التحولات المتسارعة. En effet, les mutations accélérées qui s'opèrent dans la sous-région et aux abords de nos frontières nationales nous appellent à redoubler de vigilance, à faire preuve davantage de prudence et à consolider les dispositifs de surveillance tout en veillant à apporter les améliorations et les ajustements appropriés à ce qui a été accompli jusqu'à présent.
et ce, en droite ligne avec les objectifs tracés pour cette nouvelle année, que ce soit au terme de préparation au combat des personnels et des unités, du rehaussement de la disponibilité du corps de bataille de l'armée nationale populaire ou encore en termes de sécurisation de nos frontières, de lutte contre les réseaux de narcotrafiquants, d'immigration clandestine et de criminalité organisée sous toutes ses formes. شبكات تهريب المخدرات والمهلوسات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها. À cette même occasion, le général d'armée a adressé en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses félicitations à Abdelmejid Tebboune pour sa réélection à la présidence de la République suite aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre. Il a également exprimé sa gratitude envers l'ensemble des personnels de l'ANP et des différents services de sécurité pour leur contribution à la réussite de ce rendez-vous électoral crucial. وبمناسبة فوز السيد عبد المجيد تبون À l'occasion de la réélection de M. Abdelmejid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, suite aux élections présidentielles de ce 7 septembre, il m'est agréable de lui adresser, en votre nom à tous, mes plus chaleureuses félicitations pour la confiance renouvelée que le peuple algérien a placée en lui, en le réalisant pour un second mandat et poursuivre le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. لعهدة ثانية ومواصلة مسار بناء الجزائر الجديدة وأؤكد له. Tout comme nous réitérons au sein de l'armée nationale populaire notre engagement à poursuivre le travail sous sa conduite avec abnégation et dévouement dans le but de consolider la sécurité et la stabilité du pays, rehausser davantage la disponibilité opérationnelle de notre valeureuse armée et conforter son professionnalisme afin de lui permettre de faire face à toutes les menaces et mettre en échec tous les plans subversifs et hostiles. المشاريع التخريبية المعادية كما أتقدم بالتهاني الخالصة. Je tiens également à adresser mes félicitations à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire et aux différents services de sécurité en guise de reconnaissance à leurs efforts considérables et le sens élevé du devoir et de responsabilité dont ils ont fait preuve, démontrant une fois de plus leur disposition à contribuer efficacement à la réussite de ce genre de rendez-vous important à travers la sécurisation de toutes les étapes du processus électoral, faisant de cet événement une étape décisive dans l'établissement d'une véritable démocratie et la sauvegarde de notre régime républicain. على مسار ترسيخ أسس الديمقراطية الحقيقية وتحسين نظامنا الجمهوري. À l'issue, le général d'armée a donné au personnel un ensemble d'instructions et d'orientations portant dans leur ensemble sur la nécessité de maintenir l'aptitude opérationnelle des unités et consolider les facteurs de sécurité et de stabilité à travers l'ensemble du territoire national avant de suivre un grand intérêt les interventions des cadres de la région qui ont fait part de leurs préoccupations et propositions. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger est arrivé à New York pour prendre part aux travaux de la semaine du haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ahmed Attaf participera au sommet de l'avenir prévu demain et après-demain ainsi qu'au débat général de l'Assemblée générale prévu du 24 au 30 septembre prochain sur le thème « Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». L'Algérie étant membre du Conseil de sécurité onusien, le ministre participera également à plusieurs réunions de haut niveau qui seront organisées, notamment la séance de débat programmée à la demande de la délégation algérienne sur la cause palestinienne.
L'Algérie s'engage à atteindre une autosuffisance alimentaire en tablant sur la promotion des investissements dans l'agriculture pour ainsi améliorer les rendements et limiter les importations. Il s'agit également de valoriser les productions locales, notamment celles en blé dur, d'ici la fin de l'an 2025. Objectif, cultiver plus d'1,6 million d'hectares de terre lors de la campagne Labour Semaille à Melbourne. Forte de ses potentialités agricoles, l'Algérie a mis en place une vision globale et prospective en matière de sécurité alimentaire pour faire face aux multiples défis nationaux et mondiaux. Misant sur le renforcement de son autosuffisance alimentaire, notamment dans les produits stratégiques comme les céréales, l'État a instauré une série de mesures de soutien destinées aux agriculteurs. Les investissements dans l'agriculture ont permis d'améliorer les rendements et limiter les importations, tout en valorisant les productions locales pour atteindre l'autosuffisance en blé dur d'ici fin 2025. Le secteur vise à cultiver 1,6 million d'hectares de terre lors de la campagne Labour Semaille de 2024-2025. De quoi permettre de stopper les importations de blé et d'orge d'ici 2026. Une stratégie ambitieuse que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à mettre en œuvre en tant que priorité nationale. Cette stratégie repose sur la modernisation du secteur agricole, la mécanisation, l'introduction de nouvelles technologies, la promotion des investissements, l'extension des terres irriguées, l'augmentation des surfaces destinées à la culture des céréales, afin de répondre aux besoins nationaux tout en ambitionnant l'exportation dans une seconde phase. Autant de mesures qui ont porté leurs fruits dans ce secteur clé, créateur de richesses et d'emplois. La production abondante de blé dur cette année a permis d'assurer 1,2 milliard de dollars au profit du trésor public. En matière d'autosuffisance en blé, nous avons atteint plus de 80% cette année. Les autorités s'engagent à travers une volonté politique pour la promotion des investissements, notamment dans le sud, avec un soutien en matière de semences et d'engrais, d'électrification et d'accès au gaz. Les autorités fournissent aux agriculteurs des moyens pour faciliter la récolte, augmenter la rentabilité, organiser les circuits de commercialisation pour permettre aux producteurs d'écouler leurs marchandises et de garantir des prix stables à 6 000 dinars, le quintal de blé par exemple. Parmi les mesures urgentes prises pour assurer le succès de la campagne Labour Semaille 2024-2025, garantir la disponibilité des semences. À cet effet, plus de 4 millions de quintaux de semences et autant d'engrais ont été distribués aux wilayas à vocation agricole. Pour atteindre une autosuffisance alimentaire et arrêter les importations d'ici les prochaines années, des projets agricoles intégrés ont été lancés en partenariat avec des entreprises nationales et étrangères, notamment avec des partenaires qataris et italiens. Ces projets importants visent à développer la production agricole locale. Véritable cheval de bataille du président de la République, l'autosuffisance alimentaire est au cœur des priorités. Car qui dit autosuffisance alimentaire dit souveraineté nationale. Des avancées mises en avant par les organisations internationales, à l'image de la FAO qui a salué les performances remarquables enregistrées par l'Algérie dans le domaine de l'agriculture. Selon cette organisation onusienne, l'Algérie figure parmi les plus grands producteurs de blé en Afrique et dans le monde arabe. Demain dimanche sera le grand jour pour des millions d'élèves qui feront leur rentrée des classes. Elle sera riche en nouveautés. On y compte notamment l'allègement des programmes pour les classes de première et deuxième année primaire, l'introduction de la langue anglaise à partir de la 5e année primaire ou encore l'augmentation des heures consacrées aux activités artistiques et sportives. Amel Bouarda. C'est une rentrée scolaire sur fond de nouveautés qui s'ouvre ce dimanche pour près de 12 millions d'élèves, tous cycles confondus. Ces derniers répartis sur près de 30 000 établissements scolaires à travers le territoire national rejoignent les bancs de l'école dans un contexte marqué par de nombreux changements. Parmi ces nouveautés, l'allègement des programmes scolaires et la réduction du nombre de matières pour les classes de première et deuxième année primaire. Toutefois, cette mesure ne concerne pas les matières liées à l'identité nationale. Autre mesure qui entre en vigueur cette année, l'introduction de la langue anglaise en 5e année primaire. À cet effet, un nouveau manuel scolaire est désormais disponible. L'intégration des technologies numériques n'est pas en reste. Cette année, 1700 écoles primaires seront dotées progressivement de tablettes numériques. D'autre part, le volume horaire des activités artistiques et sportives a été révisé à la hausse, passant de 7 à 20%. Pour la première fois depuis l'indépendance, 292 enseignants pour sourds-muets
seront nommés dans l'enseignement secondaire après que le président de la République ait décidé la création de l'école nationale supérieure chargée de former les enseignants pour les personnes aux besoins spécifiques. En matière de nouvelles structures éducatives, le secteur sera renforcé par la réception de 604 établissements, dont 354 écoles primaires, 162 CEM et 88 lycées, ainsi que 459 cantines scolaires à travers les différentes wilayas. Et pour la première fois, un cours inaugural sur la sécurité routière sera dispensé ce premier jour de la rentrée à l'ensemble des élèves des 3 paliers afin de les sensibiliser sur les dangers des accidents de la route. Et pour que tout soit prêt, plusieurs wilayas à travers le pays se sont mobilisés pour renforcer leurs infrastructures scolaires. Parmi elles, Ouargla, où de nouvelles écoles ont vu le jour. Une véritable bouffée d'oxygène pour nos écoles. Il s'agit en fait de répondre à l'augmentation des effectifs et donc d'alléger la surcharge des établissements déjà existants. Walid Yousfi. À peine sortis de terre, ces établissements scolaires flambant neufs sont prêts pour la rentrée scolaire et accueillir les écoliers. Ouargla a bénéficié de pas moins de 10 nouvelles infrastructures éducatives, un acquis pour le secteur de l'éducation et pour les nouveaux sites urbains de la région. Nous avons réceptionné 6 écoles primaires ainsi que 4 collèges répartis sur plusieurs communes. Nous avons aussi réceptionné un lycée de 1000 places dans la nouvelle cité. Plusieurs groupes scolaires ont bénéficié d'opérations d'extension et de réhabilitation. Certaines écoles se sont vues attribuer de nouveaux stades au profit des enfants. Les autorités ont mis en place tous les moyens nécessaires pour que cette école soit prête pour la rentrée scolaire. À présent, il faut prendre soin de ces écoles et les préserver pour les générations futures. En tant qu'association des parents d'élèves, nous sommes très contents de la réception de ces projets qui permettront de réduire la densité des élèves au niveau des classes. Nos enfants pourront enfin faire du sport dans ces nouveaux terrains, chose qu'ils ne faisaient pas par manque d'espace dédié à cela. Ces nouvelles infrastructures éducatives auront donc une double mission, celle d'atténuer la surcharge scolaire en classe, mais aussi d'entamer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Et on vous emmène à présent à la rencontre de la petite Amani qui vit une étape importante de sa vie, sa toute première rentrée scolaire. Entre l'excitation de découvrir de nouvelles choses et la joie d'avoir choisi ses fournitures, elle nous partage ses attentes avec une innocence plutôt touchante. Un sujet signé Yasmina Amri. Dans sa chambre, Amani profite des derniers instants des vacances, encore plongée dans ses jeux d'enfants, mais au-delà des jouets éparpillés, un grand événement approche à grands pas, la rentrée des classes. À 6 ans, Amani s'apprête à faire sa toute première rentrée scolaire. Un moment d'excitation empreint de curiosité, mais aussi d'une pointe d'appréhension, laissant derrière elle les longues journées d'été pour entrer dans un nouveau monde, celui de l'école. Tu vas pas avoir peur. Non, tu es grande, ma chérie. Ça y est. Il n'y a plus la crèche, il n'y aura que l'école maintenant. فرحانة؟ واه علاش؟ خاطر غادي ندخل نقرا وتاني يعلموني الفابي وتاني عربية وتاني رياضيات وتاني عندي كراريس وكاع. أنا فرحانة خاطر أختي الصغيرة غتدخل معايا في المدرسة باش نلعبوا في رحبة وباش نتعلموا. C'est un nouveau monde pour elle. De nouvelles personnes, une nouvelle éducatrice, de nouveaux amis. Mais ce qui est sûr, la séparation n'est pas facile. On essaie de lui apprendre. Elle a grandi. Il faut qu'elle se forme. Elle forme sa propre personnalité. Accompagnée de sa maman, Amani découvre les objets symboliques de ce nouveau monde. Des crayons colorés, des trousses et des cahiers. Tout est prêt pour le grand jour. Une étape importante, non seulement pour la petite fille, mais aussi pour sa maman, qui la guide avec tendresse à chaque étape. Je préfère les faire participer l'achat à les affaires scolaires parce qu'elles sont petites, c'est vrai, mais le choix, je préfère vraiment la personnalité, elle choisit ses affaires elle-même ou le choix, il faut vraiment qu'elle vole avec ses propres ailes maintenant. Ce dimanche, Amani franchit pour la première fois les portes de l'école et s'apprête à faire ses premiers pas sur le long chemin du savoir.
Une première entrée qui marque le début d'une nouvelle aventure pour elle et pour tous les enfants prêts à découvrir le monde qui les attend. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse a appelé hier la communauté internationale à intensifier ses efforts pour éliminer les mines antipersonnelles et garantir le soutien et l'inclusion pleine et entière des survivants et des victimes. Dans une déclaration à la 57e session du Conseil des droits de l'homme, le représentant de l'Algérie à Genève a exhorté les États membres de l'ONU à renforcer leur engagement envers les traités internationaux pertinents et à s'unir pour la construction d'un monde sans mines. À Gaza, la situation est extrêmement critique et préoccupante. Les bombardements aériens sionistes incessants continuent de ravager des quartiers entiers, causant d'importantes pertes humaines, laissant des corps gisant sur le sol. De nombreuses familles sont décimées et la souffrance de la population est palpable. Mais malgré ces attaques, les Palestiniens font preuve d'une résilience remarquable et ne renoncent pas à lutter pour leurs droits. Wissem Abou Zaïd et Balim Damis. Au milieu des décombres causés par les frappes sionistes, les équipes de la défense civile ont retiré des dizaines de martyrs et de blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants. De Beit Hanoun et Jabalia au nord jusqu'à Rafah au sud, toutes les villes et localités palestiniennes sont ciblées par les bombardements de l'occupation sioniste. Ces attaques ont fait beaucoup de dégâts. Les martyrs gisent à même le sol, des corps déchiquetés, notamment ceux des enfants. Au cours de la journée, les familles palestiniennes ont fait leur adieu à leurs proches, traversant des moments de détresse. Après une série de massacres commis par l'occupation sioniste contre des civils innocents. Parmi les victimes, 13 membres d'une même famille ont péri, rayés des registres civils, car aucun d'entre eux n'a survécu. Ils ont frappé 2 maisons de la famille Dahir. C'est un vrai génocide. Nous n'arrivons même pas à reconnaître les cadavres des victimes, notamment les enfants. L'occupation sioniste continue d'intensifier ses frappes sans relâche, rasant des immeubles résidentiels à Rafah au sud, ainsi que d'autres zones au nord dans une tentative de rendre Gaza invivable. Au moins 21 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement par les forces d'occupation sioniste contre une école abritant des déplacés dans le quartier de Zaytoun, dans la ville de Gaza. Selon des sources locales palestiniennes, parmi les victimes figurent 13 enfants, 6 femmes et un bébé de 3 mois. Selon la même source, une trentaine de Palestiniens ont été blessés lors de cette frappe et transportés à l'hôpital. Le Liban qui traverse également une profonde crise marquée par une montée des tensions internes. Les bombardements sionistes et les assassinats ciblés mettent en danger les infrastructures vitales. Un contexte chaotique dans lequel l'appel à la solidarité nationale devient une priorité face aux défis humanitaires et sécuritaires qui se multiplient. Majda Jahmoun. Le Liban traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Les bombardements sionistes qui ne connaissent aucune pitié continuent toujours de frapper le sud du pays. Si les derniers raids de vendredi ont fait pas moins de 37 martyrs, le nombre total des martyrs a dépassé les 700 depuis le 7 octobre 2023, date du début de l'agression génocidaire contre Gaza. Une situation qui fait craindre le pire chez les Libanais. Le Liban traverse une phase dangereuse qui pourrait se dégrader et ressembler à la situation de Gaza, hélas. Une guerre technologique est en cours, dominée par l'intelligence artificielle, menée par l'entité sioniste, soutenue par les pays occidentaux. Ces pays mobilisent toutes les ressources technologiques et sécuritaires pour soutenir l'entité sioniste, assurer sa victoire et mettre fin à notre résistance, empêchant ainsi toute remise en cause future d'un État israélien. Dans ce contexte de chaos, le Liban fait face à une nouvelle vague d'assassinats ciblés qui fragilise davantage la stabilité du pays. Ce climat de violence nourri par la guerre technologique soulève des inquiétudes croissantes sur le plan national et international.
L'escalade des assassinats au Liban marque une nouvelle phase de la guerre, nécessitant une prise de conscience, une unité nationale et des efforts communs des factions libanaises et de la diaspora. Le gouvernement doit se préparer à faire face à une urgence, tandis que les démarches internationales sont en cours pour dénoncer la situation et déposer plainte. Quant aux infrastructures vitales, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, les voyants sont au rouge. En effet, les hôpitaux manquent de moyens pour traiter les blessés et les écoles déjà dévastées par les conflits ne parviennent plus à assurer une éducation minimale. Le secteur de la santé est sur le point de s'effondrer et le secteur de l'éducation est complètement détruit, tandis que l'État, censé prendre en charge ses services essentiels, est aux abonnés absents. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous résistons et tentons de protéger la patrie. Nous espérons sincèrement que cette guerre prenne fin. Je rêve d'une grande patrie où tous les pays arabes prospèrent dans l'unité arabe. Malgré la résistance, le Liban risque de s'effondrer sans soutien international et unité nationale. Vague de contestation au Maroc, le pays entier voit ses rues s'animer sous la pression d'une grogne sociale. De nombreuses manifestations ont éclaté à travers le pays pour dénoncer la corruption, les détournements de fonds ou encore les injustices sociales. On parle là d'une mobilisation alimentée par des revendications de réforme de justice et qui a été violemment réprimée par le régime du Marsen Walid Yousfi. En réponse aux appels lancés par des Marocains libres, plusieurs manifestants ont battu le pavé à travers plusieurs villes marocaines. Leur slogan, tous responsables, tous concernés. Des manifestations massives et une mobilisation grandissante pour dénoncer la corruption endémique et les restrictions des libertés. Des mouvements de protestation accentués par l'arrestation et la maltraitance d'un certain nombre de Marocains interpellés au moment où ils tentaient de traverser clandestinement les territoires espagnols. L'association marocaine de protection des deniers a mis l'accent sur la corruption qui gangrène le Marsen et exige la fin de l'impunité. Cette même association qualifie ce phénomène comme étant un danger qui nécessite l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre ces pratiques. Ces manifestations touchent de nombreux secteurs, allant de la santé à l'éducation, en passant par l'enseignement supérieur. Les manifestations viennent aussi en soutien aux citoyens marocains livrés à eux-mêmes suite aux inondations qui ont frappé plusieurs régions du pays, au même titre que les sinistrés du séisme de l'année dernière. Des fonds destinés à soutenir les sinistrés du tremblement de terre survenu l'année passée ont été détournés et utilisés à des fins inappropriées par des hauts responsables du Marsen. Autre doléance des manifestations massives devant le Parlement marocain à Rabat, la privatisation des services publics et la poursuite du processus de normalisation avec l'entité sioniste et par ricochet le soutien implicite du Marsen au génocide commis contre le peuple palestinien. En témoignent 4000 soldats marocains qui participent au génocide commis par l'entité sioniste à Raza. L'autorisation d'accostage d'un navire acheminant des armes à cette même entité, mais aussi l'augmentation de 169% des échanges commerciaux avec le gouvernement sioniste. Plus encore, selon des opposants marocains, des soldats sionistes ayant pris part au massacre à Raza ont été conviés à passer des vacances au Maroc. Les pratiques du Marsen ne se limitent pas uniquement à étouffer les voix opposées à toute normalisation avec l'entité sioniste, mais à la confiscation des terres et habitations de la population vulnérable marocaine et les attribuer aux sionistes. Fuyant ses responsabilités, Mohamed VI est arrivé à Paris pour une visite privée, une visite qualifiée par un opposant marocain comme étant une évasion la veille de la colère de la rue. Face à ces mouvements de protestation, la réponse du Marsen a été des plus violentes, répression et arrestation en masse, pour faire taire la grogne populaire. Retour chez nous en Algérie pour vous parler d'un secteur en plein essor, le tourisme médical. Il faut dire que l'Algérie ne se contente plus de ses attraits naturels pour séduire, elle mise désormais sur le tourisme de santé. Avec l'ouverture de nouveaux centres spécialisés à un riche potentiel thermal, le pays compte bien se faire une place de choix dans ce secteur. Yanis El Qassem.
Pionnière du thermalisme depuis 1975, l'Algérie compte se positionner sur la carte du tourisme médical à travers l'inauguration récente d'un centre de réhabilitation marquant un tournant dans ce secteur. D'ailleurs, le ministère du Tourisme prévoit la construction de 28 nouvelles structures de thalassothérapie le long des côtes. Cependant, les investisseurs font face à des obstacles liés à la réticence des banques locales à financer des projets relevant du secteur du tourisme médical. Que ce projet se réalise, il faut changer des lois sur l'investissement, que ce soit sur le foncier ou sur les crédits bancaires. Actuellement, les banques ont mis des sommes colossales sur le développement du tourisme, mais malheureusement, 70% des grands projets sont en difficulté de remboursement par rapport à la durée. Parce que rembourser sur 10 ans des sommes colossales, c'est impossible. Donc, nous demandons aux autorités de l'État pour essayer d'intervenir auprès des banques pour leur accorder d'y aller sur le crédit sur le long terme, à l'instar de ce qui se passe dans des pays qui ont avancé dans ce domaine. Nous, actuellement, la bataille du tourisme domestique, on l'a gagnée. Le tourisme médical représente également une opportunité considérable pour l'Algérie pour diversifier ses ressources. On est venu pour rencontrer les gens, pour voir la possibilité de faire des partenariats avec les gens de l'Algérie. Bien sûr, on a un intérêt de rencontrer des docteurs, aussi des cliniques, et ici des cliniques aussi. Et voir le marché en fait, on ne sait pas vraiment à quoi attendre, c'est notre première fois. Oui, peut-être dans le futur, bien sûr, on planifie d'ouvrir un bureau qui nous représente en Algérie, mais dans le futur, Inch'Allah. L'Algérie compte environ 288 sources d'eau thermale minérale naturelle, dont seulement 18% sont actuellement exploitées. Le pays dispose également d'une bande côtière s'étendant sur 1200 km, propice à l'installation de nombreux établissements de soins et de thalassothérapie. Le pays possède des ressources et un potentiel considérable pour exploiter des centres médicaux spécialisés, notamment dans les domaines médicaux de pointe. Cela permettrait d'attirer des patients, notamment des pays africains et arabes. Le pays dispose de 280 sources thermales, 1600 établissements hôteliers, des cliniques modernes, offrant un potentiel important pour le tourisme médical qui pourrait également stimuler davantage le tourisme interne. Il y a des structures de bien-être qui font de la thalassothérapie, qui font de la rééducation fonctionnelle, donc qui aident aussi à améliorer donc la santé et le bien-être du malade et de la population aussi. Et là, nous pensons que le tourisme médical va contribuer à améliorer le tourisme local et en général. Et nous avons un très beau pays. Déjà, si on arrive à fixer la moitié, 50% de ces Algériens, de nos concitoyens qui partent à l'étranger, on les fixe de passer les vacances chez nous, c'est déjà un gain, que ce soit pour le trésor public ou pour que les gens, pour leur éviter des déplacements, pour éviter les risques de la route ou de dépenser consommant algérien. Mais maintenant, l'État doit aider les investisseurs pour qu'on offre, l'investisseur offre à l'Algérien ce qu'il cherche de l'autre côté. C'est ça la problématique maintenant. Il faut mettre des mécanismes, des facilitations dans le cadre légal et réglementaire pour qu'on puisse concurrencer nos voisins. Il est impératif de développer ce secteur en renforçant le tourisme à travers la mise en place de programmes spécialisés pour la formation et le développement des compétences humaines, tout en élaborant une stratégie touristique axée sur le secteur médical. Il est également crucial de conclure des partenariats stratégiques avec des pays ayant une longue expérience et une expertise dans le domaine du tourisme médical. Pour renforcer cette initiative, des programmes de formation pour les équipes médicales sont en cours. Avec ces efforts, le pays peut exploiter son potentiel et devenir un acteur clé du tourisme médical en Afrique. Les investisseurs sont prêts à relever ce défi, mais le succès dépendra de l'accélération de la mise en œuvre des réformes nécessaires pour concrétiser ces ambitions qui ne relèvent nullement de l'impossible. Terminons. Dans le monde des enfants jeunes, ils ont besoin de rêver et de s'évader. Et quoi de mieux que la lecture pour les y aider? Les maisons d'édition redoublent d'efforts pour rendre leurs livres plus attractifs avec des histoires captivantes, des illustrations colorées et des thèmes adaptés à chaque âge. Mais au-delà du plaisir, ces ouvrages sont aussi un moyen de leur transmettre des valeurs essentielles à travers des récits qui forment autant qu'ils divertissent. Reportage Lamia Boudbouda.
Les livres sont une source d'éveil et d'apprentissage qui aident les enfants à acquérir les bases nécessaires à leur épanouissement durant leur cursus scolaire. Nombreux livres en plusieurs langues existent désormais chez les bons libraires. On dit que de 3 à 11 ans, c'est à ce moment-là que la culture et l'identité de l'enfant se stabilisent. Et après, ça dure toute une vie. Donc c'est vraiment une période charnière pour le développement intellectuel de l'enfant. Les jeunes lecteurs sont particulièrement exigeants et pour capter leur attention, les livres pour enfants doivent non seulement être éducatifs, mais aussi ludiques, attrayants et de bonne qualité. Ils ont tendance spontanément à aller vers les livres qui ont des jolies illustrations, qui ont des couvertures colorées, attrayantes, très souvent vers les tissus et les fabriques, enfin les papiers qui sont plus agréables au toucher, parce que c'est très important pour l'enfant de pouvoir toucher et de ressentir le papier quand il lit. Plusieurs ouvrages intègrent valeurs et symboles de la culture et patrimoine local, aidant ainsi les enfants à construire leur identité culturelle tout en s'ouvrant au monde extérieur. Et les exemples en sont nombreux. Il y a beaucoup de clients qui se dirigent vers les contes du terroir et les contes avec lesquels peut-être leurs grands-parents et leurs parents ont grandi. Donc on a tendance à remarquer que par exemple Bagrat Lietama, qui est un conte populaire algérien, ou d'autres contes kabyles, chaouis et de différentes régions du pays, on retrouve aussi le personnage de Lotfi, qui évolue dans différents contextes de la culture algéroise et auxquels les enfants de la capitale ont tendance à s'identifier. On remarque également de l'intérêt pour les ouvrages internationaux, donc entre autres Peter Pan, Sleeping Beauty, qui sont produits par des éditions algériennes, et bien sûr des contes b'larabia, entre autres Tashikayem Jazair, 9 contes algériens qui sont traduits dans les 2 langues. L'édition du livre jeunesse est un secteur qui semble avancer à grands pas. Les éditeurs locaux doivent redoubler d'efforts pour produire à la fois des ouvrages esthétiques, captivants et enrichissants. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne rentrée à tous nos ateliers. À très vite.